Cette Après, c'est conférence va maintenant être enregistrée. Bon, là, c'est ça a bon. marché. C'est bon. Fait que, bon, là, c'est encore la même chose. J'ai de la misère à partir de ma diapositive. C'est bon. Fait que bonsoir tout le monde. Ce soir, on va parler de la diarrhée, des problèmes de diarrhée. C'est la première fois que, c'est la deuxième présentation de ce webinaire-là, mais c'est la première fois que je traite du problème de diarrhée au niveau des petits ruminants dans un bloc. Mais j'ai pensé le faire parce que c'est un peu comme pour les pneumonies, le phénomène des pneumonies, mais présenter les diarrhées pour justement vous indiquer aussi, faire un peu la comparaison entre les différentes périodes de temps où la diarrhée peut arriver, si on veut, et les diagnostics possibles, les interventions possibles. Fait que c'est différent de ce côté-là, mais c'est un peu mon objectif de ce soir de réaliser les causes, les principales causes de diarrhée chez les agneaux et chez les adultes. C'est certain qu'on va probablement toucher beaucoup plus les plus jeunes. Il y a quelques causes non fréquentes que je vais présenter aussi. Un peu d'approche de traitement, puis quelques données d'élevage, puis une petite conclusion à la fin. Donc, c'est le programme pour la soirée. En introduction, vous indiquez que au niveau des diarrhées, au niveau des petits ruminants, puis je sais que ce soir aussi, il y a des éleveurs de chèvres. Parfois, moi, je vais souvent employer le mot mouton ou agneau. C'est pas parce que je veux pas parler des chevreaux, au contraire, ou des chèvres, mais s'il y a une différence, significative entre un problème de chèvre et un problème chez les moutons. Je vais essayer de vous le mentionner. Puis s'il y a quelque chose aussi qui vous interroge dans la différence agneau-chèvre, là, c'est la même chose. Vous pouvez y aller par les questions, évidemment. Bon, les différents agents de diarrhée, c'est pour vous montrer que il y a des diarrhées bactériennes, des diarrhées virales, des diarrhées parasitaires, puis des diarrhées alimentaires. Ce qui est important, c'est sûr que c'est d'avoir une bonne histoire de cas, si on veut, de savoir là, de faire une approche globale pour poser des questions, de se poser des questions à l'âge des agneaux touchés. Les agneaux sont-ils déshydratés, la couleur, la consistance des selles. C'est certain qu'on ne fera pas un diagnostic strictement sous la couleur et la consistance des selles ou l'état de déshydratation. Ça prend d'autres choses. C'est sûr que essentiellement, ça prend le soutien de son vétérinaire praticien, puis ça prend aussi le soutien des tests de laboratoire. Puis ce soir, dans ceux qui sont ici, là, la vingtaine qui sont avec moi ce soir, qui sont déjà branchés, il y a des vétérinaires aussi, puis il y a des agronomes, il y a beaucoup d'éleveurs, il y a plus d'éleveurs. La conférence, c'est certain, est plus vulgarisée côté éleveur. C'est certain aussi pour les éleveurs, il ne faut pas s'attendre à ce que je vous donne des recettes parce que ça appartient à votre vétérinaire, ça appartient à lui parce que lui sait qu'est-ce qu'il fonctionne dans votre troupeau puis qu'on connaît la condition d'élevage générale. Mais c'est certain que je vais donner des principes généraux là-dessus pour qu'on se comprenne bien là, sur les objectifs de cette présentation-là. C'est vraiment pour vous donner un portrait global de tout ça, puis à un moment donné, s'il arrive des cas de diarrhée, vous aurez déjà un début d'orientation. Vous allez voir aussi les possibilités qui s'offrent à vous et à votre vétérinaire pour aller plus loin. La cause plus fréquente de la mortalité, généralement, c'est la déshydratation. Donc, le traitement de support, c'est souvent incontournable. Ce n'est pas seulement les antibiotiques qu'on va donner dans des cas de diarrhée ou des antiparasitaires, mais souvent, si l'animal décède de déshydratation, ça va être des fluides qu'on devra donner aussi. Je marque aussi attention à la surutilisation des antibiotiques, tout simplement parce que des antibiotiques, ça détruit les bactéries. Or, les bactéries, il s'en a aussi qui sont importantes au niveau de la digestion d'une flore normale. C'est certain, si on surutilise les antibiotiques, on va débalancer la flore normale et indirectement, on peut provoquer, oui, de la diarrhée ou
faire en sorte que le problème de diarrhée dure plus longtemps, non pas à cause de la cause initiale, mais plutôt à cause d'une mauvaise utilisation des antibiotiques aussi. Autre point primordial, puis vous pourrez dire que je radote, puis vous avez raison, la régie du colostrum, je dirais toujours que quand on travaille dans les petits ruminants, c'est la base de la santé du départ de nos agneaux puis de nos chevreaux. Ça en suit si ces petits-là, ils n'ont pas suffisamment d'anticorps via le colostrum, ça en suit, ils sont déjà hypothéqués dans leur vie parce qu'ils vont risquer d'être beaucoup plus vulnérables aux microbes environnants. Mais le but de la conférence ce soir, c'est pas parler de la régie du colostrum nécessairement. Il y a eu d'autres conférences que je donne là-dessus, puis on peut toujours en parler dans un autre moment, mais il ne faut jamais oublier ça, supplémenter aux besoins du colostrum artificiel, du colostrum thermisé ou quoi que ce soit, il faut établir une bonne régie là-dessus. L'autre principe général et primordial, si on veut, ça on le dira jamais assez, c'est diminuer la pression d'infection. Un des problèmes qu'on a en élevage ovin et caprin, c'est la difficulté ou l'impossibilité, je dirais pas l'impossibilité parce qu'il ne faudrait pas dire que la désinfection, c'est impossible à réaliser. Il faut y voir une étape importante dans la production parce que si on fait agnelage sur agnelage ou chevrotage sur chevrotage, on a une densité aussi animale importante à l'intérieur de la bergerie ou de la chèvrerie, si on veut. Ben, si aussi on préconise un élevage à l'intérieur, donc qui ne sortent pas, on a toujours des animaux qui potentiellement contaminent l'environnement. Et qui est le plus vulnérable dans vos animaux à l'intérieur de vos structures d'élevage? C'est les agneaux et les chevreaux. Donc, il faut voir le principe de diminuer la pression d'infection. Diminuer la pression d'infection, ça se fait comment? Ça se fait par le lavage, la désinfection des bergeries, une bonne litière, un bon contrôle de la température puis de l'humidité, donc donc un milieu sain puis propice à l'élevage le plus possible. Mais même si on met de la paille, si les barrières sont en bois, sont contaminées potentiellement par du biofilm puis des bactéries, bien c'est sûr que c'est un milieu d'infection important. C'est pour ça que le lavage, la désinfection, ils sont primordiaux. Et ça, il faut toujours penser dans votre élevage, dans votre planification de travail durant l'année, à introduire cette étape-là dans votre élevage. Bon. Idéalement, bon, ça serait de faire un lavage puis une désinfection après chaque période d'agnelage, mais c'est parfois pas possible. Je vous dirais, si on s'entend à dire qu'un bon lavage puis une bonne désinfection par année, c'est déjà une bonne étape dans, oui, la bonne direction. Puis encore là, oui, on peut faire l'étape, mais il faut la faire comme il faut. Parce que il y a rien de plus décourageant qu'un éleveur qui lave moins bien, puis dit, ben oui, j'ai lavé, j'ai désinfecté, mais c'est pas fait adéquatement. Le milieu, s'il reste contaminé, il va dire, ben, tout le travail que j'ai mis, puis les sous que j'ai mis pour acheter un désinfectant, par exemple, ça n'a pas été suffisant pour diminuer les cas de coccidiose, par exemple. Mais ça, c'est peut-être parce que, justement, le lavage n'est pas fait comme il faut, parce que le lavage, c'est la première étape, puis je dirais l'étape la plus importante, parce que c'est elle, cette étape-là, qui fait en sorte qu'on diminue le plus la présence, je vous dirais, de ces bactéries-là. Il y a des articles qu'on va voir que ça va être de l'ordre de 85 à 90 que ça diminue la présence de microbes. Donc, c'est quand même important. Puis la désinfection fait en bonne partie le reste. Après ça, ben, c'est sûr que le milieu, les outils de prévention comme la vaccination, l'utilisation de coccidiostatiques sont importants aussi. Puis tout ce qui entoure une bonne régie comme l'alimentation, c'est sûr qu'il ne faut pas l'oublier. Je vous disais d'entrée de jeu aussi que, c'est les différentes causes de diarrhée, ça peut arriver à différents moments de la vie de l'animal. Ça fait que j'ai essayé dans ce tableau-là de résumer à peu près chaque période
au moment où ça arrive, quel type de maladie, de diarrhée qu'on peut avoir. Évidemment, il peut y avoir des cas où, bon, j'ai mis colibacillose 3 à 7 jours. Ça peut arriver que ça soit à 10 jours, c'est certain. Comme on dit des fois, les agneaux et les chevreaux, ils n'ont pas tous lu le livre de maladies. Ils peuvent des fois aller un peu en dehors de ces limites-là, mais c'est pour vous donner une idée, parce que c'est bien certain qu'un animal adulte ne fera pas de colibacillose. Fait qu'évidemment. Cholysepticémie, on verra qu'est-ce que j'appelle cholysepticémie par la suite. De 3 jours à 2 semaines. Colis entéropathogène, on pourrait plutôt dire colis entérotoxinogène. De 1 à 4 jours, c'est vraiment très jeune que ça arrive, ce type de problème-là. Rotavirus de 2 à 14 jours. La cryptosporidiose de 5 à 10 jours. L'entérite hémorragique, 3 jours et plus. La giardiose de 2 à 4 semaines. La coccidiose, 17 jours et plus. On verra pourquoi à partir de 17 jours environ. La salmonellose, c'est variable. Les parasites, ben, c'est sûr que c'est variable dépendant du pâturage, si les animaux font oui ou non du pâturage. Diarrhée alimentaire, ben, c'est variable. C'est une erreur de régie alimentaire ou quoi que ce soit, ça peut arriver en tout moment de la production jeune et adulte. Et l'acidose, ben, c'est certain. Là, j'ai mis engraissement parce que c'est plus fréquent dans le type d'alimentation qu'on fait pour les agneaux lourds, mais évidemment, c'est quand on fait un flushing pour les brebis, quand on prépare les béliers pour les accouplements. Évidemment, ça peut arriver aussi si on balance, on fait des changements trop rapidement, si on veut, ou si la balance fibres, protéines et tout ça n'est pas adéquate. C'est sûr que ça peut provoquer aussi des acidoses si on donne les concentrés avant que l'animal ait pu ingérer un peu de fibres. Ça aussi, ça peut conduire à l'acidose. Bon, comment ça se fait aussi les tests de laboratoire? Tout peut se diagnostiquer. C'est important d'avoir un bon diagnostic parce que le message que je vous donne ce soir aux éleveurs, dans le fond, d'avoir un bon diagnostic en tout et partout, ça vous permet d'être en mesure d'établir la bonne prévention et évidemment le bon traitement le cas échéant. Toutes ces conditions-là se préviennent ou se traitent pas nécessairement de la même manière. C'est sûr qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a des principes généraux de santé générale qui vont aider, mais par contre, dans ce tableau-là, ben, il y a différentes façons de pouvoir diagnostiquer. C'est sûr qu'il y a des vétérinaires aussi qui vont avoir des kits pour diagnostiquer les cas de colis ou de diarrhée virale ou quoi que ce soit. Ça leur appartient. Mais voyez, tout on peut, les maladies que je vous ai énumérées dans la précédente diapositive, ben, on a ce qu'il faut. On peut avoir des outils pour justement diagnostiquer ces types de conditions-là. Fait que là, si je commence dans le vif du sujet, si on veut, bon, par celle qui arrive dans les premiers jours de vie, bien entendu, le colis, la colibacillose, je l'appelle comme ça parce que c'est causé, oui, par un colis. C'est généralement, ce qui arrive quand même fréquemment, on a la photo du petit agneau à côté, une diarrhée jaunâtre, qui peut être peut-être un peu moins liquide que ça parce qu'il semble avoir les pattes souillées pas mal. C'est pas trop grave. Parfois de la fièvre, je vous dirais morbidité élevée. Morbidité élevée, ça veut dire qu'il y a plusieurs sujets qui sont touchés dans l'élevage, dans un parc. Par contre, c'est relativement rare qu'on a de la mortalité. Il y a une petite déshydratation, ce qui ralentit souvent la croissance, hein, puis le bon départ de ces agneaux-là. Fait que ça a quand même un impact de production et financier important si on veut. Et je vais le mentionner un peu tout de suite, des fois, on va voir un peu un cocktail de bien des conditions. Hein. Je vous dirais, moi, ce que je prétends, c'est que parfois la colibacillose va préparer le terrain, rendre l'agneau plus vulnérable ou le chevreau plus vulnérable, par exemple à la cryptosporidiose et éventuellement plus tard à la coccidiose. C'est dans le fond, quand un agneau part mal, part avec un déficit comme ça, avec des problèmes, bien souvent il va devenir vulnérable sur bien d'autres conditions. L'intestin est potentiellement fragilisé, donc plus
apte, pas nécessairement apte, le terme n'est pas bon, mais il va être plus prédisposé à justement se contaminer avec d'autres problèmes. Donc, le traitement du sport, des électrolytes, kaolin, pectin, puis la prudence, ben, c'est de faire attention aussi, oui, d'utiliser peut-être des antibiotiques, mais ça, c'est vraiment le vétérinaire qui va être en mesure, avec vous, de discuter qu'est-ce qui est efficace. Je sais qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui ont déjà utilisé des produits comme Neorize, des Neosulf, des choses comme ça, avec un certain effet, mais il faut vraiment être prudent. Puis de vraiment voir, parce que ça peut être tout simplement comme du kaopectate, kaolin-pectin, qui peut faire la job parce que c'est un protecteur de muqueuse, si on veut, qui peut juste aider l'intestin à guérir. C'est peut-être juste ça que l'intestin a besoin de se faire aider, puis de faire attention justement à ces agneaux-là, de voir que le milieu environnant fasse en sorte que ces agneaux-là qui ont de la diarrhée surcontaminent un parc, puis avec les agneaux qui sont plus jeunes, qui arrivent après, justement, ils vont contracter, puis ça va être la maladie va être de pire en pire. Bon, la prévention, bonne régie du colostrum, désinfection des nombris, parce que c'est sûr que les microbes, on les prend quelque part pour les agneaux et les chevreaux, on les prend souvent par le nombril, puis par la bouche, par des trayons aussi mal lavés, des pieds mal lavés, qui font en sorte que avant de prendre le colostrum, ce que l'agneau avale, c'est souvent sur un pied mal propre, ben ça va être justement des microbes comme le E. coli. Ça fait que c'est aussi une façon d'aider à protéger l'agneau en ayant un milieu adéquat puis des pieds de vos animaux propres. Le groupe du même âge, ben, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, dans le fond, c'est éviter qu'il y ait des agneaux trop vieux qui contaminent les plus jeunes. Puis c'est pas seulement pour la colibacillose, c'est à peu près pour toutes les conditions. Avoir des groupes d'âge uniformes, des groupes d'agnolage uniformes, d'où l'importance d'avoir une régie de reproduction qui fait en sorte qu'on peut grouper les agnolages plus facilement puis avoir des lots uniformes. Et une fois que le lot est fini, une fois que les agnolages sont terminés, ben à ce moment-là qu'on peut vidanger le parc ou le désinfecter idéalement. Ça fait que c'est préférable. Densité animale respectée, désinfection des aires d'agnolage, c'est des principes généraux qu'il ne faut jamais oublier. J'ai aussi divisé ça en colissepticémie. On peut être d'accord ou pas d'accord dans ma division des problèmes de colis, si on veut, mais c'est à peu près avoir fait le tour de tous les bouquins puis d'avoir vécu des problèmes dans plusieurs bergeries aussi. C'est un peu ça. C'est une bactérie, oui, de l'environnement. Puis ça peut être aussi une autre bactérie d'environnement. Je l'ai mis comme ça, mais c'est vraiment tout animal. Agneaux, chevreaux qui se contaminent via souvent le nombril ou toute plaie ou par la bouche si on veut, par l'identification des oreilles, l'identification sur les oreilles ou les élastiques sur la queue. De toute façon, qui fait en sorte qu'il y a une bactérie de l'environnement qui va prendre la circulation du sang, c'est d'où septicémie, puis qui peut causer des problèmes de tout ordre. Souvent, ces animaux-là font une bonne fièvre, ils sont relativement très abattus, mais ils vont avoir des signes variés selon la localisation justement du microbe en question. Ça peut être les articulations, ça peut être les poumons, ça peut être le cerveau, tout ça. Là, on parle plus de morbidité faible, c'est ce qu'on espère. C'est sûr que des problèmes, des fois, d'arthrite, il peut y en avoir sur plusieurs jeunes animaux, mais c'est souvent plus limité, de l'ordre de 5 à 10 dans les pires cas. Par contre, quand on parle de ça, c'est souvent plus de mortalité beaucoup plus élevée. Fait que là, c'est les deux premières conditions. Va voir aussi, ben, c'est la même chose. On va toujours parler de traitement du sport. Est-ce que c'est des électrolytes? Est-ce que c'est des produits pour protecteurs de muqueuses? Est-ce que, évidemment, là, on est plus avec des antibiotiques de large spectre parce qu'on parle d'un microbe qui est répandu à peu près partout au niveau de l'animal. Donc, si c'est là où je dirais que je préconise plus l'utilisation d'antibiotiques. On parle de large spectre. C'est vraiment un antibiotique qui a une efficacité sur un plus grand nombre de microbes. C'est là qu'on parle, il n'est pas spécifique à un microbe
particulier parce que c'est difficile de voir est-ce que c'est un colis, est-ce que c'est un microbe d'abcès ou quoi que ce soit. Évidemment, on y va plus avec un large spectre, évidemment. Le choix dépend aussi de la localisation de l'infection. Évidemment, si on diagnostique un problème de méningite, ben, il faut aller avec un antibiotique qui traverse bien la barrière méningée. Si c'est un problème articulaire, il faut tout de moins que ça traverse bien vers les articulations autant que possible. C'est pas évident, ni un ni l'autre des conditions-là. Bon, prévention colostrum, désinfection des nombris, milieu litière, c'est du général, finalement, c'est tout ça. Collier entérotoxinogène, dans le fond, c'est une condition très grave que moi, j'ai commencé en pratique à rencontrer plus dans les années 2000. Il y a différentes raisons, on les verra tout à l'heure, mais c'est plus fréquemment rencontré selon ce que j'ai vécu en pratique, puis selon ce que j'entends maintenant aujourd'hui des vétérinaires, des éleveurs, parce que la production, en fait, aussi s'oriente beaucoup plus vers l'agnolage intensif, l'agnolage à l'année. Donc, on a une augmentation, si on veut, de la possibilité de pression d'infection. Il n'y a pas de vide pratiquement sanitaire comme on avait au début des années 80, même des années 90, où au Québec, c'était un agnolage par année. Donc, parfois un deuxième avec la photopériode dans la deuxième période, mais il y avait quand même de bonnes périodes d'arrêt d'agnolage entre les deux, quand il y avait deux périodes d'agnolage, ou quand il y en avait juste une, ben, c'était en fait pratiquement le printemps puis l'été où il y avait un arrêt. Donc, ça aidait à diminuer la pression d'infection. Mais à partir du moment où on a vu des élevages en réclusion qui faisaient agnolage sur agnolage, ben là, cette condition-là a commencé à apparaître. Puis moi, je vais vous présenter tout à l'heure un cas qui m'est arrivé anciennement en pratique, qui était mon premier cas de ce type de condition-là. C'est morbidité élevée, puis mortalité très élevée, 50 à 70 puis ça peut être moins un peu, rarement plus probablement, mais vous voyez, 50 à 70 on s'imagine bien que c'est dramatique. Et les morts commencent à aussi jeune qu'un jour d'âge. Ça va très vite. Un agneau qui semble en bonne forme le jour de l'agnolage, mais dans sa deuxième journée de vie, ça va être des fois des mortalités qui vont arriver. Puis parfois, des morts sans vraiment de signes cliniques. C'est sûr que oui, on peut voir peut-être un ventre plus gonflé ou quoi que ce soit, mais ils sont toujours déshydratés. Ça va très vite. Le cas justement que je vous parlais, c'est un éleveur de plus de 1000 brebis. C'est un éleveur qui faisait des agnolages en année. Ce qu'il avait eu, ce qui a, je dirais, une relation directe ou indirecte, de la colibacillose depuis quelques années, ça veut dire une contamination au fur et à mesure. Puis ça augmentait tout le temps au niveau de la quantité d'agneaux qui faisaient de la diarrhée, puis de la gravité, si on veut. Puis des cas de plus en plus difficiles à traiter, mais l'éleveur à ce moment-là traitait vraiment avec des antibiotiques Péros, là, qui était un mélange là, de deux ou trois antibiotiques avec des sulfats. Puis je vous dirais, il a fait appel au médecin vétérinaire à ce moment-là parce qu'il disait écoute, j'ai un monticule d'agneau mort à la porte de la bergerie, ça n'a pas de bon sens, ça va très mal, et ce, en quelques jours après le début de ce groupe d'agnolage-là, si on veut. Il y avait des entérites sévères en nécropsie qui ont été faites à la ferme. Puis là, ben, regarde, on se pose toujours les premières questions. Est-ce que la régie du colostrum était parfaite? On a vérifié si le transfert était bien, s'il faisait bien sa job en prenant des prises de sang au niveau des agneaux, vérifier la présence des IgG. J'ai mis IgG, mais c'était la soustraction entre les protéines totales et l'albumine qui nous donne une évaluation des globulines. Tout était correct de ce côté-là. Il faisait une bonne job parce que c'était un élevage avec une relativement bonne régie.
On a envoyé des fesses au laboratoire puis des agneaux aussi en même temps. C'est là qu'on a découvert le cas 99. Je me souviens plus si le F41 était là. Je suis vraiment pas certain, mais j'ai mis K99 ou F41 parce que dans la littérature, c'est les deux sérotypes qu'on peut voir là, comme qui peuvent causer ces problèmes-là vraiment. Fait que c'était difficile. Puis écoutez, quand c'est des périodes d'agnolage, cet éleveur-là, où il y a plus que 200 brebis qui agnellent en même temps, évidemment, quand on parle de 50% de mortalité, ça fait mal, puis il faut trouver des solutions rapidement dans ce cas-là. Bon, c'est sûr que par la force des choses, à ce moment-là, moi, j'avais utilisé des antibiotiques large spectre. On avait conseillé de changer de lieu pour les agnolages si possible parce que c'était fortement contaminé. Puis de préconiser aussitôt que possible, que faire se peut, de laver et désinfecter les aires d'agnolage. Puis assurer une bonne régie autour des agnolages, ça reste toujours évident. Puis je vous dirais aussi, cet éleveur-là, il était sensibilisé aussi à le lavage et la désinfection parce que c'était un éleveur qui avait une entreprise d'engraissement de porc. Donc, entre chaque groupe d'engraissement, il était habitué à laver et désinfecter, puis à comprendre que c'était important. Il a commencé à le faire, il l'a fait, et puis c'est un éleveur que je rencontre à l'occasion, même fréquemment, dans les rencontres, dans les réunions. Il me dit toujours, quand on espace un peu le lavage puis la désinfection, c'est là où je me rends compte que les problèmes de diarrhée reviennent. Ça peut être des problèmes de ce colis-là, ça peut être aussi des problèmes de crypto, d'autres problèmes. Vous voyez vraiment que pour lui, il est convaincu maintenant que le lavage, la désinfection, c'est une étape fort importante dans l'élevage. Dans la littérature aussi, puis il y a des vétérinaires au Québec qui l'utilisent, qui me mentionnent qu'il y a des bons résultats avec l'utilisation de vaccins bovins au niveau des brebis gestantes. Il y a des éleveurs aussi qui ont commencé au Québec, dans les deux éleveurs dans la région du Bas-Saint-Laurent, entre autres, qui ont commencé l'année passée, il y a un an, de faire un auto-vaccin, c'est-à-dire que le microbe qui causait la diarrhée, le colis qui causait la diarrhée a été isolé dans ces fermes-là et une entreprise de Saint-Hyacinthe qui s'appelle Vaxivette, pour pas faire de publicité si on veut, produit un auto-vaccin pour vacciner justement les mères, faire en sorte que le colostrum soit plus riche en anticorps. Et depuis un an où, dans ces deux élevages-là, qui avaient ce type de diarrhée-là, depuis un an, je vous dirais, ça semble avoir beaucoup stabilisé la condition. Ça ne s'appuie pas nécessairement sur des données scientifiques à long terme, mais je crois que c'est quand même une approche qui peut probablement, je dirais presque certainement, être intéressante parce que là, on a vraiment l'agent causal de la ferme, puis on produit des anticorps avec le produit qui est vraiment adapté à des moutons. Le rotavirus, oui, c'est un autre virus. On l'a vu qui est arrivé peut-être un petit peu plus tard au niveau de l'agneau. Il y a le coronavirus aussi. Fréquent. Là, j'ai mis avec un point d'interrogation. Là, je me suis avancé, j'ai mis non. Mais je suis peut-être pas certain que c'est non nécessairement, parce que dans la vie animale, puis dans la vie de tous les jours, en pratique puis en production, c'est peut-être parce qu'il est sous-diagnostiqué. Il faut vraiment pas hésiter justement à faire des tests, parce que si on diagnostique pas suffisamment, on peut dire, oh, cette maladie-là est pas fréquente, n'est pas rencontrée, mais c'est un peu pour ça qu'il faut promouvoir l'utilisation des services de laboratoire. C'est un outil intéressant pour vous aider parce qu'à ce moment-là, ça peut ressembler au cas de colis que je vous ai parlé tout à l'heure. Puis si on ne fait pas un bon diagnostic, ben, on va peut-être recommander un vaccin bovin contre le E. coli aux brebis gestantes, mais si c'est un rotavirus, ça ne donnera pas l'effet qu'on voudra. On va avoir investi dans un produit, dans un vaccin, dans un traitement, mais on n'aura pas les effets escomptés, puis on va se décourager. C'est pour ça que des fois,
ben, même, je dirais souvent, là, il faut justement avoir une bonne orientation pour justement pas se frapper un mur par un mauvais choix d'approche par la suite. Fait que si je réussis à vous convaincre de ça ce soir, d'utiliser les outils qui sont disponibles pour vous aider à trouver la bonne condition, je pense que j'aurai atteint mes objectifs. Ça aussi, je vous dirais que ça peut prédisposer à d'autres formes de diarrhée. Ça rend l'intestin plus vulnérable si on veut. Évidemment, comme c'est un virus, il n'est pas question d'antibiotiques. C'est un traitement de support et la prévention aussi dans la littérature. On conseille le vaccin bovin. Bien honnêtement, moi, j'ai jamais été vraiment confronté à ce type de conditions-là. Soit quand j'étais en pratique ou soit maintenant depuis que je suis intervenant puis que j'entends les problèmes des vétérinaires et des éleveurs qui m'appellent pour me parler des problèmes des cas qui ont diagnostiqué, c'est pas vraiment quelque chose qui ressort vraiment. C'est pas vraiment quelque chose là, qui semblerait être répandu comme utilisation, comme problème dans nos bergeries et chèvreries. La cryptosporidiose, là, ça s'en vient aussi un peu corsé. C'est un protozoaire. Je vous dirais, c'est une condition que je souhaite pas à personne, à aucun éleveur, si on veut, parce que euh, c'est jamais des bonnes nouvelles parce que au niveau traitement et prévention, on a peut-être, contrairement aux autres conditions qu'on vit en élevage, on a moins de prévention et de traitement possible et efficace. C'est un peu un syndrome de malabsorption. C'est le genre d'agneaux et de chevreaux que je dirais on se tourne la tête pour pas les voir parce qu'ils sont pas beaux, ils sont maigres, puis ils se développent pas. C'est pas une diarrhée qui va être violente comme le colis là, entérotoxinogène, mais qui va arriver aux fins de peut-être provoquer la mort de l'agneau par épuisement. En fait, à force d'avoir un syndrome de malabsorption, de moins bien se développer, là aussi, euh, il peut décéder de bien des conditions. Puis, comme j'avais dans la dernière présentation de ce webinaire-là, un vétérinaire qui m'a montré son dernier cas, qui me parlait de son dernier cas de cryptosporidiose, où en même temps, il y avait, oui, aussi lui isolé du rotavirus, puis en même temps, il avait isolé aussi du E. coli. Fait que cet animal-là était décédé avec un cocktail de maladies. Je pense qu'il est un peu symptomatique de ce type de conditions-là. Les fesses jaunâtres à verdâtres, pâteuses ou liquides. En tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, la consistance des fesses, c'est pas un signe qu'on doit s'attarder nécessairement, mais ça nous donne une indication qu'il y a quelque chose là, puis ça arrive un petit peu plus vieux que les autres conditions, si on veut. Donc, chercher les causes prédisposantes, colibacillose, rotavirus, ça je l'ai mentionné tout à l'heure. Traitement de support. Il y a un produit qui s'appelle Allocure qui est disponible ici parce qu'il est utilisé ici, chez les veaux, si ma mémoire est bonne. Bon, il est rapporté, il est utilisé dans d'autres pays, il est homologué dans d'autres pays pour les agneaux et chevreaux, mais le produit, c'est ce qui est plate avec ce produit-là, c'est qu'il est irritant. Puis il faut faire attention d'avoir un respect strict des doses pour éviter que ce soit un produit qui soit toxique. Donc, c'est pas si simple que ça à utiliser, c'est pas si agréable que ça à utiliser. Mais évidemment, ça peut être un outil que votre vétérinaire peut vous conseiller si vraiment pour essayer de diminuer les pertes dans une période de temps donnée, dans une période d'agnolage donnée, c'est peut être une alternative envisageable. Par contre, je dirais ça aussi, parce que moi j'y crois beaucoup, c'est que la prévention, c'est au départ sur le contrôle des autres agents de diarrhée. Tout ce qu'on a vu précédemment, c'est d'essayer de mieux prévenir ça, d'éliminer ça autant que possible, ces causes de diarrhée-là, pour évidemment pas arriver au problème de cryptosporidiose qui s'installe dans l'intestin de vos agneaux ou des chevaux. Respect des densités animales, litière, lavage des structures d'élevage. On a tout un principe de diminution de pression d'infection, comme je répète tout le temps. Par contre, il faut savoir que
un peu comme on verra tout à l'heure pour la coccidiose, il y a peu de désinfectants qui peuvent être réellement efficaces, c'est-à-dire qu'ils vont détruire les oocysts. Mais si on fait un bon nettoyage, un bon lavage, c'est certain qu'on va en évacuer beaucoup à l'extérieur. Évidemment, quand on parle lavage, il ne faut pas que tout ce qu'on nettoie sur les barrières tombe sur le sol puis reste là. Là, on concentre ces microbes-là au sol. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut effectivement être bien installé puis bien planifier notre façon qu'on fait la désinfection, particulièrement pour ça. Fait que, je dis peu désinfectants qui sont efficaces, sauf le formol puis l'ammoniac, évidemment. Désinfecter une bergerie ou une chèvrerie au formol, il ne faut pas qu'il y ait d'animaux dedans. Fait que vous voyez le problème là, que ça peut avoir, puis l'ammoniac aussi, qui peuvent être irritants pour les voies respiratoires de façon importante. Mais déjà, si on fait un bon lavage, vous réussissez à pas mal bien travailler. Bon. Oui, c'est ça pour la crypto. L'entérite hémorragique causée par un clostridium, c'est assez rare. Moi, j'en ai jamais rencontré. Je le mentionne parce que quand, pour faire la présentation, j'ai fait un retour sur les bouquins, la littérature, voir qu'est-ce qu'il y avait comme problème. C'est assez rare. C'est à 3 jours et plus. C'est un clostridium. C'est souvent une hygiène déficiente, une mortalité élevée. Les diagnostics se font par la nécropsie. L'apparence des intestins est similaire à l'entérotoxémie parce que c'est un clostridium aussi. Comme l'entérotoxémie, c'est pas un D, là. Si la mémoire est bonne, c'est un C. Donc, bon, le traitement, je vous dirais, c'est peut-être, je dirais pas anecdotique, là, mais peut-être pas tellement efficace parce qu'il faut vraiment intervenir assez rapidement. Il faut avoir la capacité d'intervenir rapidement avant que les animaux décèdent. Donc, c'est d'avoir, je pense, la meilleure prévention. C'est un milieu adéquat. Rapidement, je vais passer sur la giardiose parce que c'est une zoonose. Ça aussi, c'est rapporté dans la littérature. C'est vraiment pas des cas qui sont diagnostiqués souvent en production ovine et caprine. En tous les cas, si je me fie au rapport des laboratoires du MAPAC depuis les 7-8 dernières années, bon, mais ce qu'on voit, ça peut arriver de 2 à 4 semaines d'âge, même parfois l'engraissement. Là, on a toujours aussi, quand on discute avec les pathologistes, on se dit, est-ce que c'est vraiment une cause de diarrhée chez les agneaux? Parce que même si on trouve ce microbe-là, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est l'agent vraiment causal du problème. C'est toujours la question qu'il faut se poser. Mais évidemment, il faut, dans ce cas-là, si jamais c'est vraiment le cas, c'est possible, identifier la cause de contamination. Ça peut être l'eau, une eau contaminée. Et dans la littérature, il est rapporté que le traitement peut être le fenbétazole ou ce qu'on veut, le Panacur ou le Safeguard, selon un certain dosage là, que je ne me souviens pas ce soir. C'est pendant quelques jours, je crois. Bon, là, j'ai toujours un petit peu de problème avec ma souris. Bon, c'est beau. La salmonellose, ben, c'est une zoonose aussi. Je pense que c'est important, bon, aussi de mentionner ces maladies-là, aussi pour ceux qui s'occupent des moutons, des chèvres, pour voir les précautions sanitaires et d'hygiène qu'on a à faire au niveau, quand on a des problèmes dans l'élevage de salmonellose. Il y a beaucoup de possibilités d'avoir ce type de problème-là aussi. Il faut faire attention. Plus un animal est jeune, plus les signes sont sévères, le taux de mortalité est important. Ça peut être par un animal, une introduction d'un animal porteur. Ça peut être aussi de la contamination des aliments, entre autres par les oiseaux, qui sont souvent des porteurs. Évidemment, ces cliniques sont assez sévères. Fièvre, diarrhée, abattement, choc et mort, si on veut. Là, je reviens encore sur la même chose. Traitement de support, antibiotiques d'utilisation discutable parce que ça peut vraiment rendre des animaux porteurs symptomatiques,
peuvent contaminer aussi l'environnement. Donc, c'est toujours une discussion qu'on a avec cette approche-là qu'on peut faire ou non. Bon, prévention, ben, la quarantaine des achats, la désinfection, le contrôle des oiseaux, ben, évidemment, c'est un peu ça. Je dirais, bon, un point qui me touche énormément, c'est vraiment ça, ben, il touche l'élevage aussi de façon importante, c'est la coccidiose. Puis je dirais que c'est la cause la plus fréquente de diarrhée dans pratiquement tous les élevages. Puis ça fait énormément de pertes directes ou indirectes. C'est un protozoaire. On a vu tout à l'heure que la cryptosporidiose, c'était un protozoaire. Ben, ça aussi, c'est un protozoaire. Bon, les deux noms scientifiques, Meria crendalis et Ovinodalis, c'est les plus pathogènes, mais disons que c'est pas quelque chose qu'on va vraiment chercher. Mais des fois, ça peut expliquer que les problèmes peuvent être plus sévères si ces deux coccidies-là sont présentes dans ces troupeaux-là. Ce qui est particulier maintenant, je vous dirais, à partir de 17 jours d'âge, c'est une condition qui peut se rencontrer. Puis ça veut dire quoi? Parce que la période, je dirais, pépatante ou avant que les coccidies, les oocysts qui sont ingérés par l'agneau deviennent adultes dans l'intestin puis pondent à leur tour, ben, ça prend 17 jours. Ça veut dire que quand on commence à avoir des agneaux ou des chevreaux qui ont des signes cliniques de coccidiose à 17-20 jours, ça veut me dire qu'ils se contaminent en très jeune âge. Ça veut dire que là, oui, je vais le dire encore, on a une pression d'infection importante. Puis ça arrive de plus en plus jeune. Parce qu'avec les années de travail que j'ai fait, les années où j'ai été de près à de la production des petits ruminants, au départ, quand j'ai commencé dans les premières années, c'est une condition, la coccidiose, qu'on rencontrait plutôt au sevrage, donc à 2 mois. On disait à ce moment-là, c'était le premier stress que les agneaux rencontraient vraiment dans leur vie, et là, ça déclenchait la coccidiose. Mais maintenant, là, je vous dirais, ça a quitté la zone du sevrage. Oui, il peut y avoir des cas encore au sevrage, ça s'entend. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas baisser la garde si on veut plus tard. Mais par contre, on les rencontre maintenant plus chez des agneaux sous la mer. Évidemment, une morbidité élevée. Puis ça, je vous invite aussi à être prudent, tout le monde, dans le fond. C'est pas parce qu'un agneau fait pas de diarrhée ou un chevreau fait pas de diarrhée qu'il souffre pas de coccidiose. L'exemple classique que je donne souvent, c'est que pour un agneau qui fait de la diarrhée dans un parc de 10, exemple, ben les 9 autres qui ont des retards de croissance, ils peuvent aussi potentiellement avoir des problèmes qui sont causés par la coccidiose sans avoir nécessairement de la diarrhée. Donc, quand on diagnostique vraiment la coccidiose dans un parc, il faut avoir une approche, je vous dirais, globale pour le reste du parc, pour le reste de ces agneaux-là, qui sont potentiellement touchés à différents degrés. Fait que ça, c'est important de regarder ça de ce côté-là. Faible mortalité. C'est oui et non. C'est sûr que souvent, la coccidiose, c'est pas nécessairement la cause plus fréquente de mortalité, comme par exemple les pneumonies. Par contre, comme on a vu dans les autres conditions, parfois, ça peut être la cause qui affaiblit l'animal et qui fait en sorte que il va être plus vulnérable aux pneumonies, aux Manemia mollitica. C'est pour ça qu'on va voir aussi qu'on rencontre souvent des cas, des pics de mortalité à 3 semaines. On a un pic de mortalité, je vous dirais, autour de l'agnolage dans la première semaine de vie, première 7 à 10 jours de vie, mais on a un autre pic de mortalité, si on veut, de 21 à 40 jours, si on veut, mais ils sont souvent causés par une accumulation de problèmes comme oui, la coccidiose qui se combine aux pneumonies, qui se combine au fait que souvent, les jeunes rendus à cet âge-là, ils ont potentiellement épuisé leur anticorps maternel, donc ils ont à faire face aux microbes environnants, puis ils n'ont pas toujours les outils nécessaires et la capacité nécessaire de le faire. Les fesses sont noirâtres. Pourquoi les fesses sont noirâtres? Parce que souvent, il y a des saignements
Au niveau des intestins, c'est un parasite qui colonise la paroi intestinale. Ça va faire aussi un problème de malabsorption, mais ça va provoquer aussi des saignements. Puis c'est en fait du sang digéré, en partie digéré, c'est noir. Donc, c'est un peu le portrait comme vous voyez la bête qui est dans la photo, ben, les fesses ont souillé l'arrière-train, puis ça semble noir. Bon. Perte de poids, mauvaise condition. Ça, c'est assez caractéristique d'une bonne quantité d'individus. Un cas clinique aussi, un cas réel qui est arrivé, c'est un troupeau d'environ 400 brebis. Il y avait une mortalité qui se tenait toujours aux alentours de 30 %. Quand on parle de 30 %, c'était des agneaux naissants au sevrage. C'est quand même important. Quand on dit que la moyenne au Québec, c'est à peu près 15 à 17 %, c'est quand même, pour moi, je trouve que c'est quand même déjà trop. C'est pas toujours facile de baisser ce niveau-là, dépendant des élevages, de la prolificité, etc. Si on ne rentre pas sur ce sujet-là ce soir. Mais quand même, quand on fait face à un troupeau qui a 30 % de mortalité, puis pour un troupeau que j'ai vu et visité, qui est quand même un troupeau avec une régie pas si pire que ça. Puis ces mortalités-là, ils arrivaient entre 3 et 6 semaines d'âge principalement. Puis les diagnostics cliniques, c'était des pneumonies, puis même avec des nécropsies à la ferme qui confirmaient que oui, il mourait de pneumonie, mais pas vraiment d'apparence de diarrhée ou de d'autres problèmes qui étaient là. Il y avait des traitements qui étaient donnés, c'était vraiment pas vraiment efficace. C'était un petit peu décourageant, je vous dirais. Là, on se disait, bon, est-ce qu'il y a une résistance aux antibiotiques? Est-ce que c'est des mycoplasmes? C'est quoi d'autre? Donc, c'était pas évident. Puis, on a décidé, à ce moment-là, il a été décidé d'envoyer des agneaux au laboratoire pour voir, ben, écoute, on va aller plus loin parce que c'est certain qu'une nécropsie macroscopique à la ferme, ça dit des choses, mais ça dit pas tout. Fait qu'on a cru bon, plutôt que d'envoyer des pièces, d'envoyer, comme c'est facilement envoyable par transport, à ce moment-là, on les a envoyés au laboratoire de Québec. Puis ce qui a été la surprise générale importante, c'est que c'était des agneaux de 3 semaines, puis il y avait beaucoup d'oocystes. Il y avait également des lésions de pneumonie sévère. C'est sûr qu'on n'était pas dans le champ avec le Maniemia hemolytica. Par contre, ce qui était arrivé comme fait nouveau, c'était beaucoup d'oocystes, un problème de coccidiose majeur en émergence. Fait que ce qu'on s'est dit à ce moment-là, la coccidiose affaiblit l'agneau, puis la pneumonie le tue. Puis vraiment, ce qui a été intéressant dans ce troupeau-là, puis ce qui m'encourage à vous dire de le faire, puis de regarder beaucoup ce côté-là, de ne pas se dire parce qu'il y a un problème de pneumonie dans le troupeau, c'est strictement un problème de pneumonie. C'est souvent un problème, oui, de régie. Il peut y avoir des problèmes de ventilation, il peut y avoir toutes sortes de choses, mais il faut aller voir aussi des causes prédisposantes. Et ça, la coccidiose en est une aussi majeure. Fait qu'à ce moment-là, on a amélioré et ajusté la prévention puis le traitement contre la coccidiose et les mortalités ont diminué de moitié. Quand même intéressant. Donc, la coccidiose, c'est une maladie qui arrive de plus en plus en élevage intensif, avec un milieu contaminé, pas de vide sanitaire. Puis, le phénomène qui est important à comprendre, c'est qu'en plus, puis réaliser aussi, les brebis sont porteuses puis excrétrices de ces oocysts-là de coccidie, puis eux autres, ils sont maintenant résistantes. Fait qu'ils ont, les brebis, ça ne les affecte pas, mais par contre, vous comprendrez qu'ils contaminent l'environnement. Fait qu'ils contaminent l'environnement des jeunes agneaux ou des jeunes chevreaux. Fait que l'agneau se contamine dès la naissance. Fait que là, la période, comme je vous disais tout à l'heure, avant le développement final de tout ça, c'est 3 semaines. Fait que ça arrive à cause du fait, justement, que de plus en plus, on rencontre des cas de coccidiose à très jeune âge.
C'est l'incorporation de coccidiostatiques qu'on a toujours préconisé puis qu'on continue éventuellement, oui aussi à préconiser, est insuffisante au taux d'homologation dans les premières semaines de vie. Parce que la réalité, c'est que les agneaux, dans les 3 premières semaines de vie, si on veut, ils ne mangent pas beaucoup de moulées. Puis s'ils ne mangent pas beaucoup de moulées, c'est certain qu'ils ne mangent pas beaucoup de ces types de coccidiostatiques-là, que ce soit le Decox, le Bovatec ou le Rumenicine. Les 3 maintenant, en soit dit en passant, sont homologués pour les moutons. Et maintenant aussi, le Rumenicine est homologué pour les chèvres. À part celle en lactation, c'est sûr, mais ça, c'est d'autres choses. Donc, ça, c'est une réalité. C'est sûr que moi, ce que je vous dirais, j'en reçois beaucoup d'appels puis beaucoup de commentaires en me disant je pense que ma prévention contre la coccidiose n'est pas bonne, je mets du coccidiostatique, ça ne fonctionne pas. Fait que là, à ce moment-là, on regarde à quel âge les problèmes de coccidiose commencent. Fait que si c'est aussitôt que 3 ou 4 semaines, éventuellement, l'agneau n'a pas mangé suffisamment de coccidiostatique pour assurer une bonne prévention. Fait que ça, c'est un élément qu'il faut aussi retenir. Ça veut dire que, entre autres, le coccidiostatique, ce n'est pas la voie miraculeuse pour prévenir la coccidiose. C'est un outil. Puis il y en a d'autres. Il faut réaliser comment l'animal se contamine. S'il se contamine dans le milieu environnant, c'est bien évident qu'il faut aussi travailler sur le milieu. Là, je cite dans le premier picot sur cette diapositive-là, Christopher Fernandez-Prada, qui est le parasitologiste de la faculté. Il dit en plus, les protozoaires y acquièrent rapidement de la résistance aux produits utilisés. C'est possible aussi que dans vos élevages ou dans vos clients pour les vétérinaires qui sont là ce soir, qu'il y a des coccidiostatiques qui sont utilisés, qui ont été utilisés depuis parfois beaucoup d'années. Hein. Ça fait longtemps que le Bovatec est utilisé, ça fait longtemps que le Decox est utilisé, ça fait longtemps que le Rumenicine est utilisé. Ça se peut aussi qu'il y ait un phénomène de résistance dans ces élevages-là. C'est pour ça qu'aussi, Dr Fernandez-Prada, il va essayer de faire des projets de recherche pour développer des vaccins contre la coccidiose. C'est une voie d'avenir pour éviter, dans le fond, le mur qu'on peut frapper aussi au niveau de la coccidiose avec les résistances. L'autre phénomène aussi, les désinfectants usuels sont peu efficaces contre les zoocytes. C'est la même chose que je vous disais pour la cryptosporidiose. Donc, il faut s'assurer d'un bon nettoyage puis d'une bonne désinfection aussi avec les produits, même s'ils sont moins efficaces. Ça assure une diminution de la pression d'infection. Fait que comme je disais, puis ça je le répète, dans un parc où quelques sujets ont de la diarrhée due à la coccidiose, une bonne majorité des autres ont des problèmes de croissance ou des problèmes découlant du phénomène de la coccidiose. C'est pas toujours simple aussi d'interpréter les copathologies. C'est sûr que je vous dis, je suis un ardent défenseur des tests de laboratoire, mais parfois, dépendant de la phase où la coccidie est rendue au niveau de l'animal, il n'y a pas toujours une quantité d'œufs qu'on voudrait voir dans les selles. Fait que ça, on peut parfois passer à côté d'un cas de diarrhée, mais on dit qu'il n'y a pas suffisamment d'oocytes dans les selles pour mentionner que c'est vraiment la coccidiose. Mais ça, on voit ça principalement dans les cas de coccidiose qui deviennent plus chroniques. Fait que parfois, ça prend le flair du vétérinaire pour dire, à cet âge-là, avec les signes cliniques que j'ai, même si j'ai une coprologie qui est plus ou moins significative, c'est de la coccidiose, puis on va établir un traitement ou une prévention contre cette condition-là. Bien connaître les coccidiostatiques, je l'ai mentionné, l'azalocide sodique, qui est le Bovatec, le décoquinate, là j'ai une faute, enlever le N, c'est décoquinate, c'est du Decox, le Monanocine, c'est du Rumenicine. Bon, les médicaments pour la prévention et le traitement, le vétérinaire les connaît, l'Amprol, le Bécox, c'est les sulfats. C'est en fait des outils qu'on a. Oui, les outils, les coccidiostatiques, ça en est. Puis ces produits-là aussi, ça en est. Le Monanocin est maintenant homologué pour les ovins et les caprins ici au Canada.
Par contre, la toxicité est près de la dose préventive. Ça, c'est toujours à faire attention, particulièrement chez le mouton. Chez la chèvre, c'est moins vrai, là, au niveau de la dose de toxicité. Parce que quand on prescrit une moulée avec du coccidiostatique rumensine, ben, on veut avoir entre 11 et 22 ppm dans la ration totale. Ça veut dire que si on introduit cet aliment-là dans un élément, c'est-à-dire un supplément ou une moulée, ben, il faut que par la moulée, l'animal atteigne la consommation suffisante d'une ration totale à 11 à 22 ppm. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention quand on utilise ce produit-là pour calculer comme il faut si l'animal ingère trop de l'aliment comme le supplément qui ne s'intoxique pas. On a moins de problèmes avec le décox qui n'est pas du tout toxique et le monensin qui est entre les deux, entre le décox, si on veut, puis le rumensine. Mais ça, c'est vraiment un choix de vétérinaire. C'est un choix aussi que l'éleveur fait avec son vétérinaire par rapport à ce qui est efficace. Parce que j'ai beau dire que moi, je préfère effectivement le Bovatec, mais s'il est utilisé depuis 20 ans, le Bovatec, dans votre ferme, c'est possible que vous ayez de la résistance. Donc, c'est possible que le vétérinaire doive maintenant prescrire soit du décox ou un autre, le Rumensin. Fait que ça, vraiment, il faut voir là-dessus. Maintenant, on a un choix de 3 produits homologués chez les moutons, un chez les chèvres, mais on a vraiment à voir, ça c'est une chose, le bon produit, mais après ça, au bon dosage. Parce que si on veut être certain que l'agneau, dans ses premières semaines de vie, consomme suffisamment de produits coccidiostatiques pour assurer une bonne prévention, c'est certain que votre vétérinaire va avoir à prescrire hors homologation, hors étiquette, si on veut. Ça fait que à ce moment-là, il faut que votre vétérinaire le veuille. Ça, c'est une chose. Pense que c'est ce qu'il faut pour votre élevage, puis que la meunerie aussi veuille préparer une moulée, je dirais, VIP ou un supplément VIP qui réponde à ces exigences-là. Parce qu'au niveau du lazalocide sodique, du Bovatec, il faut que l'animal consomme 1 mg de ce produit-là, du Bovatec, par kilo de poids vif par jour. S'il ne consomme pas ça, s'il consomme 1/10 ou très peu, c'est certain que la contamination va se faire rapidement pour la maladie, puis quand il va consommer suffisamment de moulée, il va être trop tard parce que la condition va être rendue trop loin. Le problème de coccidose va être rendu trop loin pour que seulement le produit soit efficace et vous donne ce qu'il veut donner. Le décoquinate, c'est sûr qu'il faut qu'on s'assure qu'il y ait au moins 0,5 mg par kilo de poids vif par jour, l'agneau, mais ça peut aller jusqu'à 1. Puis même pour les brebis en gestation, on peut même monter à 2 pour diminuer la pression d'infection et la contamination, mais ça, je vais le voir dans les autres diapositives. Fait que ça, c'est vraiment le nœud du problème. C'est vraiment dire, ben oui, si on prescrit des coccidiostatiques, il faut avoir une bonne dose au bon moment, avec les bons produits. Peut-être que ça amène à avoir une moulée début ou pré-début, si vous voulez, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, mais qui va contenir, que votre vétérinaire va vous prescrire des quantités plus importantes de ces produits-là pour être certain que ça ne cause pas de problème. Mais là, encore là, si votre vétérinaire fait des prescriptions hors homologation ou hors étiquette, c'est certain que ça peut avoir un impact sur la période de retrait. C'est peut-être pas important si c'est des agneaux lourds que vous allez vendre 3 mois plus tard, exemple. Par contre, si vous vendez des agneaux de lait qui ont eu des doses plus importantes de décox ou de l'acide sodique, ben, ça peut être problématique. Bon, fait que bon, si on parle du Bovatec, on parle de prescription à 36 ppm, mais c'est sûr qu'on peut presque doubler la quantité de ppm si on a ce besoin-là. Puis Décoquinax, ben, c'est vraiment évalué. On peut monter aussi de façon importante si on veut parce qu'il est moins toxique. Toltrazuril qui est le Bécox. Le niveau, c'est un bon produit. Je sais qu'il y a plusieurs vétérinaires, à ma connaissance, qui l'utilisent avec succès. Par contre, il faut l'utiliser aussi au bon moment. C'est une dose, per os par la bouche,
si on veut avoir vraiment le bon succès, il faut cibler le traitement, si on veut, ou la prévention. Je ne sais plus comment l'appeler parce que c'est avant le début des signes cliniques, donc c'est un peu plus en prévention qu'on peut dire qu'on peut l'utiliser, ce produit-là. 3 à 5 jours avant l'apparition potentielle des signes cliniques. Il faut qu'on l'utilise à un moment où il y a un développement de ces coccidies-là à l'intérieur de l'animal, mais avant vraiment l'apparition des signes cliniques. C'est sûr que si, généralement, exemple, là, pour faire une histoire courte, si les problèmes de coccidiose arrivent, ce que vous me dites, aux alentours de 40 jours, ben, on va dire peut-être vers 35 jours, ça serait le moment approprié pour traiter votre groupe d'agneaux. Si ça arrive à 21 jours, ben, ça serait moins 5 jours, si on veut, 16 jours. C'est vraiment dans cette période-là pour maximiser l'effet de ce produit-là. Il ne faut pas oublier aussi que même homologué pour le mouton, pour l'agneau, il y a tout de même 46 jours de période de retrait. Donc, ce n'est pas vraiment un produit que vous allez conseiller, qui va être utilisé ou que vous allez utiliser dans votre ferme pour des agneaux de lait, entre autres. C'est vraiment, vraiment particulier. Il faut vraiment connaître cette particularité-là. L'Amprolium, bon, c'est un produit que des vétérinaires utilisent aussi, mais il faut être vigilant parce qu'il est rapporté que ça peut provoquer des cas de polyoencéphalomalacie, donc des cas de déficience en vitamine B. Donc, ayez de la thiamine pas trop loin si jamais vous l'utilisez, mais c'est pas si fréquent que ça. Il ne faut pas penser que tous les animaux qui seraient traités à l'amprol peuvent avoir ces problèmes-là. Mais je vous dirais, c'est une petite mise en garde. Les sulfats, c'est la même chose. Administrer de bon dosage pour diminuer les risques de résistance. Et puis c'est comme un antibiotique aussi. Donc, ça a une certaine efficacité, surtout quand on a, exemple, raté notre période de prévention avec nos coccidiostatiques. Ben, ça peut être un produit intéressant, peu dispendieux, à utiliser, qui peuvent donner quand même de bons résultats, mais évidemment, ben, il ne faut pas en faire un usage excessif non plus, parce que c'est aussi un produit qui peut aider aux problèmes de pneumonie si on veut, puis c'est un antibiotique. Même si ce n'est pas un antibiotique de classe 1 ou 2, là, il faut y faire attention. Je mets la mise en garde aussi. Bon, il y a des sulfats en poudre, il y a des sulfats qu'on peut mettre dans les lignes à eau. Il y a des sulfats qui sont vendus en liquide, non dilués, qui sont potentiellement irritants. Fait qu'il faut aussi bien s'informer. Pour le vétérinaire, oui, il y a certaines compagnies comme Solvet que je vous dirais, excusez si je dis ça ce soir, là, mais touchez pas à ça comme produit sulfat liquide parce que il y a quand même très irritant, même s'ils disent que ce produit-là est pareil que celui, je pense, qui est vendu par Vétoquinol. C'est pas vrai parce qu'il y a eu un vétérinaire qui a eu un problème majeur dans une région au Québec en donnant ce produit-là, Péros, avec des irritations d'œsophage importantes. Il faut être prudent. Il faut s'assurer que le produit peut être donné tel quel et non dilué. La sulfa-quinoxaline, évidemment, moi, c'est un produit que j'ai jamais utilisé, puis c'est un vieux produit. Je sais qu'il y a des vétérinaires qui l'utilisent encore, mais ça doit quand même être assez rare. Puis j'ai pas vérifié, je fais amende honorable, j'ai pas vérifié avant de faire la présentation ce soir s'il est encore disponible au CDMV. Mais évidemment, comme c'est un produit qui appartient à votre vétérinaire de le prescrire ou pas, il pourra en faire l'information. Bon, j'ai encore de la misère avec ma diapositive. Et voilà. En prévention, ben oui, comme je disais, pour diminuer la pression d'infection, comme je vous disais tout à l'heure, que les brebis sont porteurs en excrètent, puis en période de stress comme l'agnonnage en excrète plus, ben, il peut être recommandable de prescrire une moulée ou un supplément médicamenté pour les brebis en fin de gestation. Bon, là, j'ai mis décoque sous l'azalocide sodique. Mais je veux dire, c'est en toute liberté. Vous pouvez utiliser du rumensin aussi, mais faites attention qu'il n'y ait pas de problème de toxicité. Ça, j'en suis bien évident. Puis, bon, parfois, ces produits-là, si jamais vous avez un autre problème concomitant dans votre élevage, peuvent être d'une certaine utilité.
autre que pour la diminution de la pression d'infection dans vos bergeries. Entre autres, le décox peut être avantageux pour aider à prévenir la toxoplasmose, entre autres. Après ça, les produits comme le rubencine peut aider aussi à la prévention contre la toxémie de gestation. Fait que ça peut être des produits intéressants qu'on peut trouver une deuxième utilisation pour justifier, si on veut, l'investissement qu'une moulée médicamentée peut représenter pour vous autres. Fait que ça peut aider. Une bonne litière, mais tu sais, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas un outil tout seul qui va fonctionner. C'est souvent avec la particularité que peut avoir la coccidiose dans le jeune âge, c'est souvent une addition d'outils différents, adaptés à votre élevage, qui va faire en sorte que vous n'aurez pas de problème de coccidiose là, au niveau des brebis allaitantes de vos agneaux sous les mers ou des chevreaux sous les mers. Bon, une bonne litière, ben, c'est certain que la propreté, la densité animale, le lavage, c'est vraiment important, puis des groupes d'agneaux uniformes. Fait que c'est des principes généraux que je répète, mais qui sont vrais pour tous ces problèmes-là de coccidie, parce que, ou d'autres problèmes au niveau des diarrhées, parce que c'est souvent des contamination féco-orale. Elle se contamine avec l'environnement qui contient du fumier. Ça fait que c'est sûr que c'est important de le concevoir qu'on ne peut pas, juste avec un médicament, être exempt de coccidiose, si on veut, c'est impossible. Bon, la cryptosporidiose, je dirais diagnostic différentiel, ben, dans le fond, comme je disais des fois, c'est pas toujours évident juste avec les coprologies, les analyses de sel pour déterminer si vraiment j'ai un cas de coccidiose. Ben, la cryptosporidiose, ça va arriver plus jeune. Les parasites gastro-intestinaux, ça va arriver au pâturage. Diarrhée alimentaire, c'est plus fréquemment dans les engraissements, pardon. Salmonellose, ben, les signes cliniques sont plutôt sévère, fièvre, mortalité. Clostridiose aussi, mortalité élevée. Giardiose, c'est plus rare. Disons que ce n'est pas la première chose à laquelle on pense. Mais c'est pas impossible. La paratuberculose, ben, on verra tout à l'heure, c'est généralement, minimalement, pas avant l'âge de 2 ans. C'est certain qu'on ne pourra pas parler de paratuberculose sur un agneau de 2 mois. Donc, c'est l'importance aussi, c'est toutes des maladies qui se testent par des analyses de laboratoire généralement assez fiables. Les parasites gastro-intestinaux, j'en parlerai pas beaucoup, mais je veux, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres présentations, par contre, j'ai quand même, je vous dirais, je ne sais pas si je peux dire le bonheur, mais en tout cas, d'annoncer qu'il y a une campagne PISAC. Vous savez, la campagne PISAC que vous avez eue pour les avortements où il y avait des visites de vétérinaires qui étaient pour les éleveurs gratuites, puis qui étaient payées par le MAPAC aux vétérinaires. Et il y avait quand même des gratuités aussi au niveau des analyses de laboratoire. Ben, on va avoir un PISAC parasites gastro-intestinaux pour les éleveurs qui font du pâturage. C'est sûr qu'il y a moins d'éleveurs ovins et caprins qui font du pâturage que toute la problématique d'avortement, mais on croyait que c'était important d'avoir ce projet-là PISAC pour essayer que les vétérinaires et les éleveurs utilisent de plus en plus la nouvelle approche de gestion intégrée, c'est-à-dire un meilleur contrôle, une utilisation des vermifuges, des produits plus raisonnés, si on veut. Et dans le fond, dans ce PISAC-là, Programme intégré de santé animale du Québec, il va y avoir aussi un certain nombre de gratuités. Les gratuités à ce moment-là vont être au niveau des analyses de sel de laboratoire pour être en mesure de faire un bon monitoring, un bon suivi des troupeaux, puis vous voir vraiment par rapport à ce que vous allez avoir comme données au niveau des analyses, voir que, évidemment, ce n'est pas tout le monde qu'il faut traiter, ce n'est pas tous les agneaux traiter, ce n'est pas tous les moutons qu'il faut traiter. Fait que moi, je l'ai mis parasites gastro-intestinaux vraiment dans la partie entre les jeunes et les adultes, parce que oui, il y a quand même des éleveurs au Québec qui vont faire du pâturage avec
avec les mères aussi. Donc, ces agneaux-là sont très vulnérables aussi parce que ça fait partie des agneaux les plus vulnérables. Fait que là, le lancement officiel de ce programme-là, PISAC, il va être fait la semaine prochaine parce qu'on va donner, moi, Anne Leboeuf et Richard Bourassa, un webinaire aux vétérinaires le 22 mai pour vraiment faire le lancement puis de parler de la problématique, parler aussi de qu'est-ce qu'il va y avoir de disponible. Donc, là, il y a des éleveurs ici ce soir. C'est des éleveurs dont les animaux font le pâturage. Ça va être intéressant. Il va y avoir comme 3 visites là-dessus qui vont être gratuites là, au niveau des éleveurs. C'est quand même intéressant. C'est quand même une belle ouverture qui a été faite par le MAPAC là-dessus. Bon, les agneaux sur pâturage, c'est certain que des agneaux qui sont en bergerie, s'il n'y a pas de pâturage, c'est sûr que c'est plus un problème de coccidiose si on a de la diarrhée, parce que, évidemment, pour le cycle des parasites gastro-intestinaux, ça prend le pâturage, soleil, humidité, température pour évidemment faire le cycle là, des adultes à l'intérieur de l'animal, mais des larves à l'extérieur, œufs, larves, L1, L2, L3. Fait que ça prend vraiment ça. Fait que c'est sûr que les deux principaux parasites gastro-intestinaux qu'on a, c'est le Télodorstagia, l'ancien Ostertagia, si on veut, et les moncus. Les moncus, c'est vraiment une cause importante de mortalité, puis ça va très rapidement. C'est vraiment les petits ruminants, les chèvres, les moutons qui en sont fortement affectés. Il y a un hémoncus au niveau des bovins, mais il ne fait pas de dommages comme ça. Mais chez les moutons, on n'est pas chanceux. C'est un grand tueur aussi. Ça va causer de l'hypoprotéinémie. C'est sûr que, évidemment, par malabsorption, puis par ce que les vers mangent, la brebis, l'agneau n'a pas. Signe de la bouteille, c'est vraiment en cas d'hypoprotéinémie. C'est une enflure sous la gorge. Diminution de croissance, mortalité possible et évidemment, morbidité potentiellement élevée parce que c'est des jeunes agneaux. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai de la misère avec ma souris. Bon, diagnostic, signe clinique, coprologie, bonne régie des pâturages, approche intégrée de traitement, ça, on va en parler avec les PISAC. Avoir la notion de refuge, c'est-à-dire d'être en mesure d'assurer qu'il y a des parasites non résistants qui contaminent un peu le pâturage. Puis les pratiques qu'on faisait anciennement, que malheureusement, sans le savoir, que j'ai déjà aussi moi-même conseillé dans le passé, traitement systématique de tous les sujets, c'est plus recommandé maintenant. C'est vraiment de vraiment cibler de traitement avec des vermifuges que sur les animaux qui en ont réellement besoin. Puis il y a un chiffre toujours que je trouve clair, extraordinaire à mentionner, c'est que 80% des parasites se retrouvent dans 20% des animaux. À l'inverse, 80% des animaux ont 20% des parasites. T'sais, on peut résumer puis faire le chemin court là-dedans si on veut, là, dire qu'il y a 80% des animaux que c'est inutile ou c'est moins important qu'ils soient traités. Mais il faut être en mesure, dans tout programme intégré, justement, ces 20% d'animaux-là qui ont 80% des parasites, c'est eux autres qu'il faut être en mesure de traiter puis de trouver par les moyens diagnostiques qu'on peut avoir puis par les examens qu'on peut faire aux brebis, si on veut. Bon. Diarrhée alimentaire, ben, c'est tout âge. Trop de lait contaminé quand on parle de louve ou d'endroits de salles d'allaitement. Lait artificiel dont on n'a pas bien respecté les indications de reconstitution. Trop de concentré, mauvais équilibrage, fibres concentrées, les céréales données trop avant la fibre, l'utilisation, par exemple, de blé qui se dégrade très rapidement dans le rumen. Ça peut faire aussi des diarrhées alimentaires comme l'acidose qu'on verra aussi plus tard. Taux de protéines, manque de fibres, mauvaise distribution des aliments. Ça, c'est un problème de régie alimentaire. De toute façon, vous en êtes conscient, puis c'est des façons qu'il faut se revoir, se re-questionner, se repositionner pour être en mesure justement que ça n'arrive pas. Trouver la cause, la corriger.
Peut-être nécessaire de restreindre certains aliments pour quelques jours pour rétablir la flore. Des fois, ça va au niveau du rumen, au niveau des intestins. Puis le diagnostic différentiel, dans le fond, c'est toutes les autres causes de diarrhée qu'il faut aller voir puis éliminer. Souvent, ben, si c'est tout un groupe de brebis ou d'agneaux qui ont été, il y a eu un problème de régie alimentaire, ben c'est là où il faut travailler pour vraiment, on voit là que c'est pas normal, donc c'est un problème de régie. Donc, on peut avoir en même temps qu'une diarrhée alimentaire des problèmes d'acidose aiguë ou chronique. Puis c'est sûr que quand on parle d'acidose, de problèmes d'indigestion, il y a toujours deux conditions importantes qu'il ne faut pas que vous oubliez, puis qui sont des conditions de mortalité subite au niveau des agneaux et des chevreaux, l'entérotoxémie, puis la polioencéphalomalacie. L'entérotoxémie, c'est l'animal qui va se gaver de concentré, de moulé, trop rapidement, genre de vous manquer de moulé une fin de semaine, puis vous emplissez les mangeoires le lundi après-midi parce que vous avez votre stock de moulé. Les plus gros agneaux se gavent, puis ils meurent très peu de temps par la suite. La même chose, la polioencéphalomalacie, c'est vraiment d'un état d'indigestion, puis la thiamine qui, normalement, cette vitamine B-là qui est sécrétée, qui est fabriquée dans le rumen, ne l'est plus. C'est une vitamine qui a une importance dans l'oxygénation du cerveau. Donc, ces animaux-là ont un cerveau enflé, l'édème cérébral, si vous voulez, et là aussi, aveugles, ils vont mourir assez rapidement. C'est toujours des conséquences qu'il faut surveiller quand on a des problèmes, particulièrement chez les jeunes animaux. Bon, l'indigestion aiguë ou chronique, c'est aigu, ça veut dire que c'est un accident d'arégie qui arrive rapidement. Chronique, ben, c'est jour après jour qu'on place l'animal en état d'indigestion. C'est déjà vu, pour vous dire, c'est dans le fond des agneaux lourds mourir de faim dans une mangeoire remplie de moulées. C'est sûr qu'il y avait une mauvaise régie alimentaire dans ce troupeau-là qui a fait en sorte qu'il n'y avait pas de fibres, pratiquement pas de fibres. Il était nourri comme des cochons, si on veut. Et puis, le rumen était complètement inefficace et brûlé. Il ne pouvait pas manger tellement le rumen était... les villosités du rumen, il y avait de la parakératose, donc qui rend la digestion impossible, ce qui fait que ces animaux-là étaient incapables de manger. Donc c'est des erreurs qui arrivent moins souvent qu'avant parce que quand on fait, on se spécialise de plus en plus dans la régie de l'agneau lourd, si on veut, dans la compréhension du besoin des agneaux qui sont quand même des ruminants. On voit ça un petit peu moins souvent qu'avant, mais quand on a commencé, les éleveurs ont commencé à faire beaucoup d'agneaux lourds, disons qu'il y avait ces erreurs de régie-là arrivaient plus souvent. Puis ça fait en sorte que si on a de l'acidose chronique, souvent, ils vont avoir un arrêt de développement et puis on les pèse à chaque semaine, puis il n'y a pas de gain de poids, puis souvent, ils en perdent. Donc, trouver la cause, la corriger, rétablir la flore du rumen. L'acidose chronique, comme je disais, peut avoir des conséquences permanentes sur le rumen. Bon, là, je ne pensais pas que je le disais dans cette diapositive-là. Je me suis devancé en disant des agneaux morts de faim avec une mangeoire pleine de moulées, ça peut arriver. C'est pathétique, puis c'est, je vous dirais, irrécupérable. Là, on arrive dans les dernières conditions, si on veut. On parle de paratuberculose. La paratuberculose, c'est une maladie très fréquente au Québec. Dans la chèvre laitière, il y a eu des études dans les dernières années. Le rapport final est sorti en 2018 qui montrait que la prévalence de la paratuberculose était fort étendue au niveau de la production caprine laitière. Ça n'a malheureusement pas pu être fait sur la chèvre de boucherie, mais on peut s'imaginer qu'il y a quand même là aussi un problème. Chez les moutons, il n'y a pas eu d'études épidémiologiques tellement vastes qui ont été faites, mais les études qui ont eu lieu, je dirais jusqu'en 2014, il y a à peu près 3 études. À chaque fois qu'il y avait une étude, mais ce n'était pas étendu suffisamment, je vous dirais, ça montrait une prévalence élevée
très élevé dans les élevages du Québec. Puis ça aussi, là, je vous dirais, puis je fais une parenthèse, il y a un projet qui va commencer sous peu. Le CEPOC va être collaborateur avec la Faculté de médecine vétérinaire dans ce projet-là. On va avoir besoin, si on veut, de 60 troupeaux où on veut évaluer la prévalence de cette maladie-là dans vos troupeaux. Fait que vous en allez avoir le bénéfice de savoir, oui, si la maladie est présente dans votre troupeau, je pense que ça va être une bonne chose pour être en mesure de commencer à envisager une prévention. Parce que moi, je vous dirais là, ce soir là, que la paratuberculose, c'est pratiquement un phénomène aussi important puis dommageable dans les troupeaux de petits ruminants au Québec que le Médivisna peut l'être, que l'arthrite encéphalite caprine peut l'être aussi. Fait qu'il faut s'en préoccuper. Il faut être en mesure de savoir qu'est-ce qui sévit dans un troupeau, en mesure de la diagnostiquer, en mesure de la prévenir. Mais comme le Médivisna ou l'arthrite encéphalite caprine, c'est incurable. Une fois que l'animal est touché, une fois que l'animal a des signes cliniques, on ne peut pas arriver à un traitement. Donc, ce qu'on voit, c'est un amaigrissement graduel. Contrairement à la vache, il n'y a pas de diarrhée. Il y a beaucoup moins de diarrhée. Il peut en avoir de la diarrhée au niveau de la phase terminale, mais c'est quand même rare. Ce qu'on voit plutôt, c'est un amaigrissement comme la brebis qui est en bas à droite. Vraiment une brebis qui a l'air quand même vigilante, active, mais que même si elle mange, elle continue de maigrir dans un parc où d'autres brebis ou d'autres chèvres sont quand même en bonne condition avec la même alimentation. C'est à peu près le cas type de ça. Puis, ce qui est particulier, c'est que l'animal, le chevreau ou l'agneau, se contamine dans ses premiers mois de vie. Ça veut dire que une brebis telle que vous la voyez là, qui, mettons qu'elle est gestante, qui agnelle dans un parc, qui a la paratuberculose, qui excrète le microbe dans ses selles, va contaminer l'ensemble potentiellement, je ne dis pas qu'elle va contaminer tout le monde, mais potentiellement les autres agneaux et les autres chevreaux qui sont dans ce parc-là. Fait que cet animal-là va avoir un impact fortement négatif dans la vie de votre troupeau dans les années futures. Parce que les agneaux qui sont contaminés après la naissance par cette brebis-là, ils vont être malades peut-être à 2 ans, peut-être à 4 ans, peut-être à 6 ans. Fait que ça va avoir des répercussions à moyen puis à long terme. Contrairement à un problème de coccidiose où le problème va arriver dans les jours qui vont suivre, dans les semaines qui vont suivre, un problème de pneumonie qui va avoir qui va avoir une répercussion dans les jours ou une semaine ou deux après. Mais ce type de maladie-là chronique, comme la paratuberculose, c'est sûr que le médivisitant, c'est un peu la même chose, mais la particularité de la paratuberculose, c'est vraiment de la contamination dans le jeune âge. C'est certain que le médivistinon ou l'arthrite encéphalite caprine peuvent se contaminer toute leur vie. Une brebis, si elle est en contact avec un animal qui est porteur, mais l'agneau aussi ou le chevreau aussi se contamine avec le lait de sa mère. Mais ça, c'est vraiment une condition où le type d'animal hors du normal, ce type-là, on devrait jamais retrouver ça dans un parc d'agnelage. On ne devrait jamais trouver une chèvre hors type dans un parc de chevrotage aussi. C'est très important de les réformer ou de les mettre de côté pour pas qu'ils contaminent l'environnement. C'est un microbe, une mycobactérie qui reste longtemps dans l'environnement aussi, qui aussi a besoin de désinfection. C'est certain que ça a des impacts fortement négatifs. Bon, donc ça, on en parlera, puis ça, c'est sûr que dans les prochaines semaines, éventuellement, vous aurez peut-être un appel où on pourra sélectionner ces éleveurs-là au hasard. Si jamais vous avez l'appel pour participer au projet, je vous invite grandement à y participer pour connaître la réalité de votre élevage, pour être en mesure d'y faire face dans les prochaines années, pour nous donner de plus en plus de meilleurs outils contre cette maladie-là. Chez les adultes, ben, c'est sûr qu'on
on pourrait à la rigueur rencontrer de la coccidiose si un animal a été très peu exposé auparavant. J'ai déjà rencontré, c'est un bélier pratiquement de compagnie qui était dans un petit élevage de 3 moutons, qui est arrivé dans un plus grand élevage, puis qui a développé la coccidiose suite au stress du transport parce qu'il n'avait jamais été vraiment exposé à ça, ce qui est très rare parce qu'habituellement, dans un troupeau normal, d'une moyenne, d'une petite, même parfois d'une petite ou d'une moyenne ou une grande amplitude, on a toujours cette maladie-là, mais ça peut arriver, mais c'est des cas très rares, si on veut. Parasites gastro-intestinaux sur pâturage chez les adultes. La giardiose n'est pas impossible. Les diarrhées alimentaires, oui, sont aussi possibles au niveau, par exemple, des flushings alimentaires en préparation pour les accouplements ou au niveau des béliers et des brebis. La salmonellose est possible. Présente importante peut-être de mycotoxines, mais vraiment à ce moment-là, on a peut-être plutôt un aliment de très mauvaise qualité. Cas très rare aussi, l'hystériose gastro-intestinale, on va y passer rapidement, paratuberculose, ça aussi, je l'ai mentionné. Les conditions plus rares, ben écoutez, je vais les nommer simplement, mais j'en ferai pas de description. Mais là où on voit aussi l'importance du diagnostic, si jamais ça arrive, l'adénovirus, l'herpès virus caprin, le Yersinia, le campylobactère, qui peut aussi avoir c'est quand même une zoonose, quand même peut causer quand même des problèmes chez l'humain aussi relativement importants. Les parasites aussi, si on veut. L'approche générale, écoutez, on ne s'étendra pas longtemps non plus sur le sujet parce que là-dessus, j'ai donné à peu près tout ce qu'il y avait dans les traitements de support auparavant. Électrolyte Péros, électrolyte IV, c'est un animal de bonne valeur qu'on veut rétablir l'hydratation le plus rapidement possible. Des protecteurs de muqueuse kaolin pectin, des vitamines pour aider au rétablissement. Refaire la flore, par exemple, s'il y a une diarrhée importante pour l'intestin est complètement lavé de ces bonnes bactéries, fait qu'on peut décider de donner comme du yogourt, évidemment, comme refaire la flore pour ces jeunes animaux-là. Refaire la flore, ça peut être aussi avec le liquide ruménal ou qu'on peut transplanter dans un autre rumen avec les boulettes quand il rumène, des choses comme ça qui peuvent aider à refaire la flore du rumen quand on a un problème d'indigestion ou d'acidose. Les antibiotiques, bien ça, c'est en parler avec votre vétérinaire, dépendant de la condition que vous avez dans votre élevage au niveau des antibiotiques à large spectre. Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que dans votre pharmacie de base, éventuellement, ça vous prend? Un certain nombre de médicaments avec entente, savoir de l'utilisation, une bonne utilisation des médicaments là, qui sont pas, avec la nouvelle loi, pas de classe 1, éventuellement. Coccidiose, on en a parlé beaucoup. Parce que ça, les données, il y avait quand même, dans d'autres webinaires, on m'avait demandé ce genre de choses-là. C'est des chiffres que je ne connais pas par cœur. Ça fait que là, je les mets dans mes présentations. C'est pour consultation, parce que dans le fond, quand je vous parle de densité animale, de respecter la densité animale, ben, c'est pour vous donner des ordres de grandeur quand vous avez à évaluer ce que vous avez dans vos bergeries ou chèvreries là, pour l'espace, entre autres l'espace mangeoire. Puis de toujours aussi éventuellement vous assurer que vous avez un apport d'eau qui est adéquat. Hein? C'est un milieu adéquat en tout temps, oui. Des analyses d'eau pour voir si l'eau n'est pas contaminée. Désinfection des puits et des lignes d'eau, il faut que ça se fasse aussi, je dirais, relativement régulièrement. C'est quand même, par exemple, on parle d'un puits de 100 pieds. C'est un gallon d'eau de javel par puits de 100 pieds. On fait une circulation d'eau dans les lignes. C'est pas mauvais de faire ça régulièrement. Une alimentation balancée en tout temps. Bien comprendre ce qu'est la coccidiose et faire une prévention adéquate. Ça, on en a parlé, puis je pense que ça aussi, c'est un élément, je dirais, que je considère, moi, relativement important de la présentation ce soir. C'est de comprendre les limites de ce problème-là, puis comment le solutionner, parce que c'est très, très répandu comme problème dans vos bergeries. Des fois, c'est pas trop apparent. Vous vous en rendez peut-être pas nécessairement compte. Puis comme conseiller, ben, c'est important
de soulever toujours une discussion dans la prévention, dans l'approche préventive, dans l'approche de médecine préventive dans un élevage. Qu'est-ce qu'on fait avec la coccidiose, puis comment on lutte dans un troupeau donné avec les outils qu'on peut prendre, qui peuvent être différents d'une ferme à l'autre, c'est bien entendu, mais d'arriver à avoir un bon contrôle de tout ça. Lavage et désinfection des bergeries, d'avoir une bonne approche pour ça, de planifier ça, densité animale respectée, puis etc., etc. Je dirais c'est difficile. Oh, il y a une question que je viens de voir apparaître. Bon. La question mériterait pratiquement un webinaire. Dans les règles de l'art, on nettoie et désinfecte les bergeries comment? Puis je vais essayer de le dire en 2 minutes, mais ça, à un moment donné aussi, la personne qui a posé la question pourra m'appeler au CEPOC, puis je pourrais y donner aussi des références, puis des bons contacts pour parler de désinfection, parce que je ne m'afficherai pas spécialiste de produits désinfectants et tout ça. Mais ce que je vais vous dire, les grandes lignes, c'est un lavage adéquat. Ça veut dire qu'il faut, c'est bien entendu, écurer, c'est-à-dire enlever, grosso modo, toutes les matières organiques qui sont dans les parcs. Après ça, de procéder à un bon lavage avec idéalement de l'eau chaude puis un produit dégraissant. Parce que nos fameux moutons, entre autres, là, il y a comme du gras, de la nanoline sur le bord des barrières. Ça, si on n'enlève pas ça, c'est un milieu de culture, c'est un milieu de microbes. Donc, il faut, après le lavage, exemple, que les barrières soient comme neuves. Après ça, ben, la grosse problématique qu'on peut voir dans les bergeries, c'est le plancher. C'est sûr qu'il faut s'assurer d'avoir une évacuation de l'eau souillée la plus correcte possible parce qu'on ne peut pas la laisser là. Fait qu'il faut vraiment que avant d'appliquer le désinfectant, que toute matière organique soit disparue parce que la plupart, sinon presque tous, les désinfectants, ils ont au mieux une petite efficacité contre les matières organiques, puis au pire, ils n'en ont pas pantoute. Ça veut dire que si vous ne nettoyez pas puis ne lavez pas comme il faut, votre désinfectant ne sera pas efficace. Il faut vraiment s'assurer qu'il y ait une bonne évacuation de l'eau, que votre plancher aussi soit bien désinfecté, qu'il soit séché puis bien désinfecté. Des bons produits désinfectants, des bons produits dégraissants, il y en a dans les fournisseurs. Puis c'est certain aussi que par rapport à ce qui se fait à tous les jours, ça peut être un côté de bergerie que vous désinfectez à la fois. Donc, il faut choisir des produits qui sont pas toxiques en présence d'animaux, parce que le formol est toxique. Les microbes vont mourir avec vos brebis. Ça fait que si vous faites ça en présence d'animaux, c'est pas mieux, là. Fait que c'est une blague farce plate, là, mais c'est ça pareil. Fait qu'il faut avoir le bon produit. Fait que ça, il y en a sur le marché. Bon. Des graissants, il y en a en milieu acide, il y en a en milieu basique. C'est ça, c'est un bon savon. Ça, il faut le faire. Après ça, il faut avoir les bons outils, c'est-à-dire une pompe à pression qui est capable de bien nettoyer. Puis le produit désinfectant, ben ça peut être, bon, il y a des produits, les multiphénoliques qui sont efficaces, des alcaloïdes, il y a aussi le Virkon, tu sais, c'est des produits bien utilisables en production ovine. Donc, je disais tout à l'heure au début, ben, le lavage, la désinfection, le lavage, le nettoyage, c'est 90% à peu près de l'efficacité de votre processus. Fait que c'est là-dessus qu'il faut vraiment bien travailler. Après ça, le choix du bon désinfectant par rapport aux conditions qu'on a dans nos élevages. Fait que ça aussi, c'est à voir parce qu'il y a des désinfections, des désinfectants qui peuvent être utiles justement si on a de la paratuberculose, qui vont être efficaces, la paratuberculose, les mycobactéries ou d'autres bactéries. Fait qu'il faut vraiment y voir. Mais ça, vraiment, pour répondre encore plus précisément avec cette question-là, on pourra se parler dans les jours ou semaines qui suivent. Ça va me faire plaisir. Puis je vous ferai en sorte de vous aligner à la bonne place. Bon.
est-ce que mettre de la chaux après l'écurage peut aider à réduire la pression bactérienne? Euh, Bonne question, puis peut-être une réponse qui ne fera pas plaisir. C'est pas vraiment un bon désinfectant la chaux. Ça sèche, mais un peu, mais ça s'hydrate rapidement. Ça perd son efficacité rapidement. Euh, bon, puis c'est très irritant après. C'est sûr que c'est peut-être pas l'invention du siècle de mettre de la chaux. Je sais qu'il y en a qui le font. Je sais qu'il y en a qui le mettent dans le fond des parcs. Ça peut aider à sécher. Si ça aide un peu à sécher, mais c'est pas vraiment une grande efficacité, mais ce qu'il faut, hors de tout doute, là, c'est qu'il y ait pas, qu'il y ait une bonne litière par-dessus pour pas justement que les animaux se brûlent les yeux, s'irritent les voies respiratoires, parce que c'est très irritant puis volatile. Fait que si s'irrite les voies respiratoires, vous avez des problèmes respiratoires parce que ça ouvre la porte à d'autres microbes. C'est pas vraiment la meilleure des choses. Fait que c'est pas vraiment essentiel d'utiliser de la chose, si on veut, à mon idée. Fait que c'est terminé pour la présentation. Disons que j'ai essayé de vous présenter en 1 heure et demie les principales causes de diarrhée, de voir, de comprendre ce phénomène-là qui est différent selon les étapes de la vie de l'animal, de comprendre qu'il y a des outils pour bien diagnostiquer. Vous avez votre partenaire essentiel qui est votre vétérinaire pour bien vous orienter par la suite après un bon diagnostic pour la bonne prévention puis le bon traitement et de comprendre que ça peut avoir certaines de ces conditions-là ont des impacts majeurs dans vos élevages, comme la coccidiose, comme la paratuberculose, je vous dirais. Puis éventuellement aussi, la paratuberculose, ce que l'on veut, si vous me permettez, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, si on veut, c'est pour aider aussi à être en mesure de, de trouver un bon vaccin potentiellement. Il y en existe à l'extérieur du Canada qui sont homologués contre qui sont homologués pour prévenir. Je suis en train de lire une question en même temps que j'essaye de parler, j'aurais pas dû faire ça. Qui sont homologués pour essayer de vacciner puis prévenir à long terme, à moyen et à long terme, la paratuberculose. Donc, si on réussit à faire la démonstration que la paratuberculose, malheureusement, c'est un problème majeur dans nos élevages au Québec, ça va être une façon de justifier au gouvernement fédéral, à l'Agence canadienne, que c'est important qu'on puisse homologuer ce produit-là qui est disponible ailleurs. J'ai l'intervention aussi, le dioxyde de chloride, qui est quand même une intervention intéressante de Kelly Botham, semble avoir une certaine efficacité contre la crypto et les coccidies. Moi, je n'ai pas vraiment d'expérience avec ces produits-là, mais c'est une très bonne question. Je vais quand même faire des recherches là-dessus parce que je ne voudrais pas vous donner une réponse en l'air là-dessus parce que est-ce qu'en présence d'animal, ça peut avoir un potentiel irritant? Est-ce que ça a d'autres répercussions? Mais très bonne question. Je vais faire une petite recherche là-dessus dans les prochains jours. Donc, merci de votre attention. Là, j'écoute, moi je vous dis, je peux rester en ligne encore quelques minutes si jamais il y a d'autres questions, soit par chat ou soit de vive voix. Là, écoutez, allez-y, ça va me faire plaisir si je peux y répondre. Puis comme je dis toujours aussi dans mes présentations webinaires, vous pouvez me rejoindre 418-856-1200, poste 231. Je ne suis pas toujours au bureau, mais tous mes appels qui tombent sur la ligne du bureau sont déviés automatiquement sur mon cellulaire. Donc, je vous dirais, appelez-moi pas à 2 heures du matin, c'est certain. Je ne serais peut-être pas content, là, mais je suis assez disponible là-dessus. Puis par courriel aussi, gaston.rioux@commercial.cepoc.com. J'essaye autant que possible de vous répondre assez rapidement là, pour ne pas vous laisser avec des problèmes en suspens. Puis vous donner, moi je ne veux pas
prendre la place de votre vétérinaire praticien. C'est pas mon but. Quand c'est un éleveur qui m'appelle, j'essaie toujours à vous orienter pour qu'il y ait une collaboration autant que possible vétérinaire-éleveur, vous donner des points, puis de demander de mentionner à votre vétérinaire que je suis toujours disponible si ils ont à m'appeler, là, à m'appeler. Écoutez, c'est mon travail. Quand j'ai pas la réponse à la question, je fais des recherches où je vais être en mesure de contacter aussi mes confrères vétérinaires, soit à l'université, soit au MAPAC. On a quand même, je vous dirais, une belle équipe de vétérinaires qui sont intéressés aux petits ruminants au Québec. On a un réseau, ce qu'on appelle Vet au 20 Caprin, où on fait 4 à 6 rencontres téléphoniques par année pour parler de différents sujets pour la médecine des petits ruminants. C'est fort intéressant, puis je vous dirais, il y a beaucoup de personnes qui le font. J'ai une question qui est traitement support électrolyte. Est-ce que le Calf-Lite fait l'affaire? Oui, je l'ai peut-être pas mentionné. En fait, les électrolytes qu'on utilise pour les veaux sont utilisables au niveau des petits ruminants. C'est juste la quantité qui va être différente parce qu'on parle plus de donner 250 millilitres à maximum 500 millilitres. Fait que c'est plus dans ces ordres de grandeur-là qu'on doit donner pour réhydrater l'animal. Oui, c'est une bonne question. Puis comme on a souvent des problèmes d'acidose consécutivement aux diarrhées, que ce soit des produits qui contiennent du bicarbonate, c'est une bonne chose, puis un peu de glucose aussi. Ce que je n'ai pas mentionné aussi peut-être dans les durant la présentation, parce que j'ai mes petites notes à côté, je vois qu'il y a un petit point que je n'ai pas parlé. C'est quand on parle de clostridiose, c'est bien entendu, s'il y a un diagnostic de clostridium qui est fait, il faut être en mesure de connaître si c'est un type B, C ou D, ou même peut-être pas à rigueur A, parce qu'il n'y a pas de vaccin pour ça, pour voir par exemple que le Tasvac 8 contient les souches B, C et D, tétanie, septicum, chauvilly puis hémolyticum. Par contre, le Glenvac 6, il y en a moins que chauvilly, novilly, B et D et tétanie. Ça fait qu'il faut vraiment voir par rapport aux vaccins que vous utilisez en prévention, c'est aussi potentiellement avec ce que vous avez fait comme diagnostic aussi dans l'élevage. Puis comme je disais aussi, on apprécie les commentaires. Hein. S'il y a des choses que vous avez trouvées difficiles dans la présentation, que vous aimeriez améliorer au niveau de la plateforme aussi web, c'est de nous le dire. On est là pour aider. Puis à ce qu'on comprend, je pense qu'avec les webinaires, c'est facile de rejoindre tout le monde à la grandeur du Québec pour une période donnée de temps. Ça vous évite de vous déplacer. De grande distance, mais ça a ses limites aussi. Fait que s'il y a des points à améliorer, s'il y a des sujets aussi, bon, moi je parle en santé, c'est certain, mais s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on touche, moi en santé ou dans d'autres infections, là, il n'y a pas de problème. D'autres problèmes ou d'autres alimentations, il y a des webinaires comme Leda Vina donne des webinaires, va en avoir un, je pense, la semaine prochaine sur l'alimentation. Surveiller les annonces aussi au niveau des webinaires qu'on pourra présenter peut-être pas à l'été parce que vous êtes plus difficile à joindre, mais on recommence à l'automne. Là, pour les vétérinaires, il y a le webinaire, pardon, PISAC pour la semaine prochaine, le 22 avril. Puis je dis en même temps, Elisabeth Doré du Zootis fait un webinaire demain pour les vétérinaires et les éleveurs aussi, je pense, au niveau de la vaccination et des parasites. Écoutez, moi, je vais y assister aussi. Là, cette fois-là, je ne parlerai pas. Là. Je commence à perdre la voix aussi. Là.
Fait que merci de votre attention, hein, c'est certain, parce que quand on est loin puis qu'on ne voit pas personne, ben on se sent tout seul dans son bureau. Fait que, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. Merci. Je pense bien que je vais quitter. Je vais fermer tout ça. Puis comme je dis, ben, s'il y a d'autres questions qui vous viennent, ceux qui restent, là, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de problème.